Monsieur Pijard, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, une question aujourd'hui, enfin un entretien qui va être axé sur l'œuvre civile de Napoléon. Mais pour commencer cet entretien, une première question préalable. Comment présenteriez-vous le consulat à une personne qui ignorerait tout de cette période historique? Alors le consulat, déjà pour être très clair pour les personnes qui regardent ou qui écoutent, c'est, je schématise, 1800-1804. Le consulat vient après le directoire, et avant il y a eu la Révolution française, période très trouble et tout, et en 1800, il faut remettre de l'ordre dans le pays. Il faut remettre de l'ordre à tous les niveaux. Et Bonaparte, premier consul de la République française, va donc, il faut le dire, s'emparer du pouvoir par un coup d'État le 18 Brumaire, mais il faut dire que à cette époque-là, le régime en place, le directoire, était certainement l'un des régimes les plus corrompus, et pardonnez-moi l'expression, les plus pourris que la France ait eu. Donc, il fallait réorganiser la France complètement. Et je dirais qu'à la limite, c'est plus facile de tout réorganiser quand on a fait table rase, plutôt que de faire du rafistolage au niveau institutionnel et tout. Donc, en 8, nouvelle constitution, nouvelle équipe de dirigeants, nouveaux ministres, mais attention, pour faire cela, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh bien, Bonaparte a fait la paix, a signé la paix avec tous les pays d'Europe, y compris avec l'Angleterre, avec la Russie, avec l'Autriche, avec Naples, avec l'Espagne. Donc en 1800, 1801, 1802, la France n'a plus d'ennemis. La paix est en place. Et il y a même la paix qui a été faite avec les États-Unis parce qu'il y avait le problème de la Louisiane, qui, entre parenthèses, la Louisiane à l'époque, c'était à peu près entre le tiers et le quart du contingent américain, le tiers du contingent du territoire américain. Bon, donc la paix est faite. Maintenant, Bonaparte peut dire extérieurement, je suis tranquille, maintenant, voyons ce qu'il y a à faire au niveau réforme. Mais il y a encore un point d'achoppement, c'est l'aspect religieux. Parce que on ne peut avoir un peuple qui est tranquille si extérieurement il sait qu'il n'y a pas de problème de conquête et si intérieurement, eh bien, chacun peut aller prier comme il l'entend. D'où les contacts avec Rome, le concordat 1801, signature du concordat, on rouvre les églises. Et Napoléon ira plus loin, quand il sera empereur, il donnera également un statut à deux entités minoritaires, aux protestants et aux juifs. Donc c'est important. C'est important parce que c'est un chef d'État qui reconnaît et qui protège les trois religions à l'époque fondamentales dans notre pays. Vous avez parlé rapidement. N'est-ce pas dérangeant que le consulat soit né à la suite d'un coup d'État ou d'un coup d'État militaire? Oui, oui, c'est un coup d'État militaire. Pourquoi? Parce que la France ne supporte plus cette cacophonie financière, politicienne, etc. Il faut quand même se mettre dans la tête que les anciens républicains qui criaient "Ah bah le roi", eh bien, sont logés aux Tuileries, que tout va dans ce sens-là, et que quand Bonaparte va reprendre l'État, les finances de l'État sont quasiment à zéro. La France est à reconstruire. Nous ne sommes pas à l'époque dans un pays de démocratie avec un système électoral comme aujourd'hui, avec des moyens de communication comme aujourd'hui. Donc, Bonaparte, homme pressé, va au plus simple et soutenu par des politiques, par Fouché, par Talleyrand, par d'autres politiques et par des militaires, eh bien, il fait le coup d'État, il renverse le Conseil des 500, le Conseil des Anciens, il instaure un consulat avec Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, trois consuls. Mais n'est-ce pas dérangeant, justement, d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État? Ce serait, à mon sens, dérangeant si la suite avait été mauvaise. Mais
entre 1800 et 1804, 5, etc., la France, eh bien, va être dans un ensemble de réformes égalitaires. La France va retrouver la paix, elle l'a retrouvée extérieurement, mais elle la retrouve religieusement, elle la retrouve administrativement parlant, la gendarmerie organisée, la police, etc. Donc, que veut le peuple? Du pain dans son assiette. Parce qu'il y a un vieux proverbe qui dit, quand il n'y a plus de pain dans les assiettes, il y a une révolution derrière. Et Bonaparte l'a très bien compris. Et la France va se remettre au travail, elle va faire confiance en ce général qui est devenu consul, et, eh bien, tout va fonctionner correctement pendant le consulat. Comment expliquez-vous, Monsieur Pijard, la capacité de Napoléon à mettre autant de réformes en place et surtout en si peu de temps? D'abord, je dirais qu'il y est obligé. Il y est obligé parce que toutes les institutions, toutes les institutions sont tombées. Avant, on parlait de généralité, on ne parlait pas de région, de département. Bon, ça n'existe plus. Il n'y a pas de banque. En France, de banque nationale, l'équivalent d'une banque de France, ça n'existe pas. L'enseignement, eh bien, il est laissé aux mains des religieux. La police et l'administration fonctionnent à peine. Donc, la situation politico-socio-économique fait qu'il est obligé. Il est obligé de tout réorganiser. Et comme après la victoire de Marengo, 14 juin 1800, la paix avec l'Autriche, eh bien, on entre dans une période de 4 ans de paix. Autrement dit, 4 ans pour tout réorganiser le pays. Alors, j'ai bien compris qu'il était obligé à cause de la situation dont il hérite. Pourtant, ça n'explique pas la capacité que Napoléon, avec son entourage, a eue à avoir pu mettre ces réformes en si peu de temps. Parce qu'ils rebâtissent un arsenal institutionnel, juridique, qui est quand même. Enfin, il y a très peu d'exemples dans l'histoire d'un travail Oui, équivalent. alors c'est un personnage qui avait une qualité majeure, c'est qu'il savait s'entourer des personnages compétents. Quand il a mis en place le Code civil, alors on parlait beaucoup de loi égalitaire depuis l'esprit des Lumières, etc., mais personne ne s'en est occupé. Eh bien, Bonaparte va tout de suite comprendre que la France, elle est partagée en deux régions. Le nord de la Loire, pays de droit écrit, de droit coutumier, le sud de la Loire, pays de droit écrit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre deux juristes du sud, Malville, Portalis, spécialisé dans le droit écrit, deux juristes du Nord, Bigot de Préameneu, Tronchet, il va les mettre ensemble, et cette commission de 4 personnes, j'espère que vous êtes bien assis, va réaliser les 2281 articles du Code civil en 8 mois. Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. Et donc, le Code civil qui s'applique de Lille à Perpignan, de Brest à Strasbourg, devient l'outil de référence en matière législative. Et dans la foulée derrière, il y aura réforme du code de commerce, du code d'instruction criminelle, du code pénal, etc., etc. Donc, toutes les réformes vont être mises en place très rapidement. Vous voyez, il vient déjà de mettre en place la paix religieuse, il vient de mettre en place la paix, je dirais, civile avec l'égalité au niveau des lois. Il va créer également une Banque de France qui n'existe pas, un Conseil d'État qui n'existait pas. Il n'avait pas la même finalité à l'origine. Un Conseil d'État, c'est lui qui préparait les lois. Après, il deviendra une institution administrative. Mais tout est en plus des grands chantiers qui vont créer des emplois, donc qui vont lutter contre le chômage. C'est exactement la même chose. Donc, c'est très important. L'école, l'université impériale, tout ça, ce sont des institutions qui existent, qui sont dans les cartons de Bonaparte, qui verront le jour pour certaines sous l'Empire. Il va créer également les préfets, parce que la Convention avait bien créé des départements. D'accord? Mais il n'y avait personne dans les départements.
Et Bonaparte comprend tout de suite que dans les départements, on va mettre un préfet qui est le représentant de l'État. Le représentant de l'État aura comme patron le ministre de l'Intérieur, qui lui-même aura Bonaparte premier consul, et c'est une sorte de courroie de transmission entre les réformes qui partent du sommet et qui doivent s'appliquer à la base. Donc, vous voyez qu'il y a tout un ensemble de chantiers qui sont mis en place et qui sont assez impressionnants. Alors, vous l'avez dit, certains historiens expliquent que beaucoup de réformes mises en place sous le consulat étaient en définitive dans les cartons du directoire. Napoléon n'aurait mis que la touche finale à celle-ci. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une hypothèse qui est très facile à, disons, à avancer. D'abord, pour commencer, j'aimerais bien que ces historiens me présentent les projets des dites institutions de l'Ancien Régime. Il y avait même, bien sûr, il y avait même des projets qui dataient de Louis XIV. Il y avait des projets qui dataient de Louis XIV, mais c'était tombé. Alors pourquoi Louis XV ne les a pas mis à jour? Pourquoi Louis XVI ne les a pas mis à jour? Pourquoi la Convention ne les a pas appliqués, etc. Ça n'est pas le tout de dire « Ah ben oui, mais nous, on y avait pensé ». Ce qui compte, c'est de les appliquer et de les mettre en place. Et pour beaucoup d'entre eux, il y avait peut-être quelques idées, je ne dis pas, mais on était loin du programme de l'organisation consulaire et impériale. Vous en avez parlé tout à l'heure très rapidement. J'aimerais qu'on fasse un petit focus dessus. C'est au sujet des préfets. Dans le contexte des années 1800, quel était l'intérêt de cette création et surtout quel était leur périmètre de pouvoir et d'action? Alors, l'intérêt de cette création, c'est que, alors, on en retombe dans une France, comme on dit à la télévision aujourd'hui, jacobine, centralisée, etc. Bon, c'est notre mode de fonctionnement. La France est un pays qui a été divisé en départements en 1790, mais à l'époque, je vous le rappelle, il n'y a personne dedans. Donc, Napoléon va choisir des hommes, enfin, Bonaparte d'abord, Napoléon après, des hommes de confiance à la tête de chaque département. Donc le préfet est compétent, rationnel aussi en latin, au niveau du lieu sur son département uniquement. Il reçoit les lettres, les circulaires, les réglementations du pouvoir supérieur, il les fait appliquer dans son département et même il y a la création de sous-préfets, des sous-préfets au niveau des arrondissements. Donc le préfet, après, retransmet au sous-préfet. Pourquoi c'est un système qui est obligatoire dans la mesure où il n'y a pas les moyens de communication d'aujourd'hui? Et il faut que Napoléon soit au courant que si on donne des ordres à un préfet, on donne le même ordre à tous les préfets de la France. C'est pas un préfet breton, un préfet provençal, non. Ce sont tous les préfets de la France qui doivent, à l'unisson, appliquer les réformes qui sont en place. Vous nous avez parlé du concordat et de la nécessité de faire la paix à l'intérieur des frontières, notamment dans la dimension religieuse pour que chacun puisse prier comme il veut, puis surtout mettre fin aux guerres de Vendée Oui. ou aux guerres de l'Ouest. Cependant, à l'époque, quand on connaît les idées philosophiques, voire même humanistes dans l'entourage de Napoléon, ce concordat n'a pas été très apprécié, voire même critiqué. Et on se souvient même qu'au moment du couronnement impérial, certains officiers militaires ont pesté en disant Quelques maréchaux, pour ne citer que Augereau notamment. Mais bon, qu'est-ce que c'est que le comportement d'une poignée de militaires? Je ne fais aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est le reproche de quelques militaires par rapport à une population de 30 millions d'habitants à l'époque? hmm, Les Français, la France est un pays de tradition judéo-chrétienne dans lequel la religion catholique et la religion protestante sont les deux piliers principaux. Les gens étaient très dévoués à leur religion, aimaient leur religion et ça ne posait de préjudice à personne. Arrive là-dessus la Révolution française
avec des gens qui sont naturellement anti-religieux au possible, les Marat, les Robespierre, les Saint-Just, les Couthon, etc. Alors, à ce moment-là, la religion, eh bien, on la supprime, pas tout à fait, puisqu'on garde des prêtres à condition qu'ils aient prêté serment de fidélité à la Constitution, des prêtres jureurs. Parce que Robespierre, c'est très bien Maximilien de Robespierre, et pas Maximilien Robespierre. Maximilien de Robespierre sait très bien qu'il ne peut pas du jour au lendemain supprimer d'un coup de revers de la main 14 siècles d'histoire religieuse d'un pays. Ce n'est pas possible. Donc, il essaie de trouver un compromis. Ce compromis, bien sûr, va s'écrouler en même temps que lui, le 9 Thermidor de l'an 2, et après, de 1794 jusqu'à 1801, jusqu'au Concordat, eh bien, les églises sont fermées. Et Napoléon a très bien compris que la paix religieuse, ça passe par une ouverture des églises. Et naturellement, il va entraîner vers lui toute une reconnaissance des catholiques de la France qui sont heureux de pouvoir aller prier. Très bien. On l'oublie un peu souvent, il y a une équivoque sur la Banque de France, c'est qu'on oublie que la Banque de France, en définitive, est un organisme privé. Certains historiens, là aussi, reprochent à Napoléon la Banque de France parce qu'ils disent que, je caricature un peu leurs propos, mais l'idée, elle est là, on met de l'argent sous la table ou sur la table pour préparer le coup d'État, et en contrepartie, le général Bonaparte nous donne la possibilité de gérer la monnaie. Est-ce que vous pourrez revenir là-dessus? Alors, il est évident que le coup d'État s'est fait en déliant les bourses. Mais ceux qui ont délié les bourses ne le faisaient pas par passion. Ils savaient très bien que derrière, il y allait avoir des retours. C'est exactement aujourd'hui comme ceux qui investissent dans les entreprises, ils ne le font pas par passion ou ils ne le font pas tout simplement religieusement, enfin, et encore. Mais ils le font tout simplement parce que ça va leur apporter quelque chose. Bon, c'est classique. Mais il faut dire également que la France de cette époque-là a été douchée 2 fois au point de vue financier. La première, c'est la banqueroute de Laas. Laas, John Laas, L-A-W, Laas de Lauriston, qui, à l'époque de Louis XV, dans la rue Quincampoix, faisait signer des papiers, etc., etc., et on vous donnait de l'argent, mais il y a eu après, quand tout le monde, enfin c'était facile, je prends un exemple, monsieur, vous me donnez 10. Dans un mois, je vous redonne 12. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah ben oui, monsieur. Alors, on me donne 10. Et un mois après, le monsieur vient vous voir et vous dit, est-ce que je peux avoir mes 12? Mais bien sûr, monsieur, voilà vos 12. Il se dépêche de répéter ça au voisin, qui vient à son tour voir celui qui est à l'origine, et lui dit, moi, je vous donne 20. Eh bien, je vous donnerai 24. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle faire de la cavalerie. Jusqu'au jour où tous les créanciers viennent frapper à la porte et il n'y a plus d'argent pour les payer. Effondrement total. Donc, les petits billets, les petits papiers, plus personne n'avait confiance. C'est la fin du premier épisode. Deuxième épisode, la Révolution française, qui lance des assignats. Alors, avec les assignats, ce sont des billets et vous pouvez acheter les biens du clergé, les biens des nobles qui sont partis à l'étranger, etc. Alors, certains achètent avec les assignats, mais les assignats, au bout d'un moment, il va y avoir une déflation terrible et les assignats ne vaudront plus rien. D'où perte de la confiance totale. Et c'est la raison pour laquelle Napoléon veut centraliser la monnaie en disant, voilà, maintenant, il n'y aura qu'un seul établissement qui pourra émettre de la monnaie, c'est la Banque de France. Et au début, on paye, bien sûr. Alors, il y a des billets papier, mais le peuple n'aime pas tellement les billets papier. On aime bien la monnaie sonnante et trébuchante, etc. Il faudra attendre la Troisième République, après le Second Empire, pardon, pour que ce soit une monnaie, disons, qui soit acceptée par tout le monde. Donc, avec le temps, il va y avoir une confiance dans la monnaie à telle enseigne
que le franc germinal, né en 1800, est en 1914, je dis bien en 1914, la monnaie la plus forte du monde. La monnaie la plus forte du monde, ça nous est arrivé une fois dans notre histoire, à l'époque de Napoléon, principalement, parce que c'est lui qui en est l'organisateur. 3% d'inflation. Et c'est la guerre de 14-18 qui va entraîner deux catastrophes en France, au point de vue financier, au point de vue démographique. Bon, mais donc, la Banque de France, maintenant, va commencer à jouer son rôle avec un gouverneur de la Banque de France, etc., qui est placé sous les ordres du ministre des Finances, sous les ordres des consuls, etc. Donc, c'est une belle création et qui, depuis 1800, n'a jamais cessé d'exister. Il y a une autre réforme dont on parle souvent, qui est récemment et toujours attaquée depuis plusieurs décennies. Je ne sais même pas si les futurs bacheliers de cette année le savent, mais le baccalauréat doit beaucoup à Napoléon. Est-ce que vous pouvez expliquer, Monsieur Pijard, quel était l'intérêt du baccalauréat à l'époque et surtout à quoi il donnait droit aussi? Alors, il y avait déjà depuis le Moyen-Âge des universités, mais bon, certaines n'avaient pas le prestige, et puis le système universitaire n'était pas uniformisé. 1806, une première loi sur l'université impériale, qui est ensuite confirmée par une loi en 1808 qui crée l'université impériale et le baccalauréat. N'oublions pas que le baccalauréat est le premier diplôme universitaire. C'est ce qui permet d'entrer à l'université. À l'époque, première promotion, une petite dizaine de gens ont eu le baccalauréat. Aujourd'hui, ils sont environ 800 000 par an. À l'époque, c'était difficile de l'avoir. Aujourd'hui, on dit plutôt qui n'a pas réussi à avoir le baccalauréat. Bon. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, Bonaparte, pour préparer les gens à l'université impériale, va donc, en amont, installer les lycées, les collèges et les lycées. L'enseignement primaire, il est laissé aux congrégations religieuses ou à des maîtres dans des communes. Mais autrement, les collèges, les lycées. C'est ce qu'on appelle le lycée impérial, création de Napoléon, création de l'université impériale qui va permettre de donner un diplôme reconnu dans toute la France et de pouvoir entrer à l'université. Pendant qu'on y est, est-ce que vous pourriez également nous dire deux mots, parce qu'on a souvent tendance à dire que Napoléon était stricto sensu franco-français, mais on pouvait dire aussi qu'il pensait à l'Empire, et notamment avec les palmes académiques. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Je trouve ça très intéressant. Les palmes académiques, c'est une décoration qui a été créée par le décret de 1808 sur l'université impériale. Petite distinction, les palmes académiques à l'époque ne se portaient pas sous forme d'une médaille pendante comme aujourd'hui avec le ruban violet. Elles étaient brodées, argent ou or, sur la robe des titulaires. Donc, c'était autre chose. Elles étaient faites pour récompenser les gens qui étaient intervenus dans l'enseignement. Donc, aujourd'hui, elles sont encore données à des personnes qui ne sont pas uniquement des enseignants, mais vous pouvez très bien avoir une entreprise, faire partie de la chambre des métiers en qualité de maçon ou autre, et pendant 30 ans enseigner, vous pourrez avoir les palmes académiques. Donc, c'était une forme de reconnaissance. Il y avait la Légion d'honneur qui était pour les civils et les militaires. Les palmes académiques étaient pour ceux qui enseignaient. Il y a aussi quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie quand on parle de l'œuvre civile de Napoléon, même si ces dernières années, et là c'est mon avis personnel, je trouve qu'on la donne un peu à tout le monde et donc à n'importe qui, c'est la Légion d'honneur. Est-ce que là aussi, avec quel objectif Napoléon a créé la Légion d'honneur et qu'on n'oublie pas aussi cette fameuse phrase de Napoléon qui a fait aussi couler beaucoup d'encre, les fameux hochets.
Oui, alors ça, c'est un trait d'humour en disant oui, c'est avec des hochets qu'on mène les hommes. Ça a toujours existé et ça existera toujours avec des titres de noblesse, avec des décorations, avec des terres, etc., sous toutes les formes. Quand la Convention et la Révolution française avaient supprimé toutes les décorations. Il était même interdit de les porter. Il y avait simplement eu quelques décorations qui avaient été données aux les volontaires de la Bastille, mais il y en avait très très peu. Et Napoléon décide, à l'époque, sous le consulat, eh bien, d'instaurer une décoration. Alors là, grande discussion, vers qui va aller cette décoration? Alors, il y a quelques militaires qui disaient que ça doit être une décoration militaire, et Napoléon a dit non, je veux que le brave ait la même décoration que le savant doit avoir la même décoration que le brave. On ne fait pas de distinguo, je ne dirige pas un pays avec deux catégories de Français, c'est le même pays, la même décoration. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je cite, la Légion d'honneur est faite pour récompenser les vertus civiles et militaires. Je l'ai eu à titre personnel par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, donc je suis chez les civils. Maintenant, vous dites, on la donne un peu à n'importe qui. Alors, le système actuel est que chaque ministre a un quota de Légion d'honneur à donner chaque année, dans les deux promotions, du 1er janvier, du 14 juillet. Donc, un quota de Légion d'honneur. Bon, mais savez-vous combien il y avait de Légion d'honneur sous l'Empire de donner? À la fin de l'Empire, il y a eu 48 000 légions d'honneur de données, dont 30 000 étaient encore vivants, beaucoup de militaires, ce qui faisait une légion d'honneur pour 700 habitants. Aujourd'hui, 65 millions d'habitants, 90 000 légions d'honneur, 100 000 à peu près, une légion d'honneur pour 700 habitants. C'est exactement le même prorata. Et encore, depuis la réforme de 1962, il devrait y avoir, on pourrait monter jusqu'à 125 000 légions d'honneur, alors qu'actuellement, il n'y en a guère plus de 90 000 qui sont données. Alors évidemment, quand vous avez le ministre de la Culture, si le ministre de la Culture veut donner la Légion d'honneur à un chanteur ou je ne sais plus trop quoi, ben, il peut le faire parce que les textes lui permettent. Ce n'est pas uniquement le soldat qui va donner sa vie pour la patrie. C'est pas, non, il y a des actes de reconnaissance civils et militaires. Ce sont des personnes donc, qui ont fait quelque chose de supérieur pour l'intérêt de la France. Écoutez, merci de cette précision. Dernière question, Monsieur Pijard. À l'aune de cet entretien, au sujet de la gloire de Napoléon, qu'est-ce qui est le plus important? Le code civil ou Austerlitz? Autrement dit, pour la geste napoléonienne, pour la légende napoléonienne, qu'est-ce qui prime le plus? L'œuvre civile ou les conquêtes militaires et toutes ces belles victoires militaires? Alors, si vous allez à Saint-Cyr, ben, on vous dira bien sûr l'aspect militaire et puis la bataille d'Austerlitz, qui est un archétype de chef-d'œuvre tactique. Maintenant, dans le temps, et ce qui perdure, plus de 2 siècles après, le Code civil est toujours présent. D'ailleurs, Napoléon lui-même dira à Sainte-Hélène, ce que l'on retiendra de moi, ce n'est pas mes 40 victoires, je schématise, mais c'est mon Code civil. Et je lui laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci, Monsieur Pijard. De rien.